Bonsoir, bonsoir à tous et merci de cette invitation très appréciée. Je suis francophile, je suis bocconophile, donc je me sens chez moi. Je vais vous dire deux mots sur la fondation Altagamma que j'ai l'honneur de présider, et puis sur l'entreprise, sur l'expo. Je vais essayer d'être bref, mais c'est le sujet qu'on m'a demandé de se toucher. Alors la fondation Altagamma s'occupe, c'est l'équivalent c'est le collègue italien du comité Colbert, je suis sûr que vous le connaissez tous. Ensemble, avec le comité Colbert, on a été cofondateur du ECCA, qui est la European Cultural Creative Industry Alliance, et donc on s'occupe, comme le comité Colbert, de haute industrie culturelle et créative. Le mot luxe est un peu un tabou en Italie, et par conséquent, on l'évite. Et en effet, le luxe, c'est plutôt une spécialisation de nos collègues français, parce que, disons, le savoir-faire et disons, le toucher sur cette idée de la grandeur exprime un peu plus, un niveau encore plus luxe en France par rapport à l'Italie. Les Italiens sont plutôt fameux pour le produit typiquement art de vivre. Et c'est un marché énorme, c'est un marché de plus que 1 trillion, donc 1,1 trillion au niveau mondial. C'est un marché très, disons, vaste du point de vue des secteurs qui en font partie, parce qu'il y a la mode, il y a le design, il y a la restauration, donc la table, si vous voulez, l'art de la table, il y a l'hospitalité, il y a la beauté, il y a la vitesse, il y a la nautique, il y a l'aéronautique, il y a la joaillerie, il y a énormément de secteurs. Et l'Italie a l'honneur d'être le pays avec la plus haute représentation des secteurs divers. On a pratiquement tous les secteurs que je viens de mentionner. Et on est co-leader avec vous, avec nos collègues, disons, français. On a plus ou moins 10% de parts de marché, comme les Français. Et si on ajoute nos collègues allemands, on fait pratiquement 70%, disons, du marché mondial du luxe. Donc c'est vraiment un marché qui est tout à fait européen comme racine, parce qu'il a des très fortes racines culturelles. Et donc l'Italie s'avantage énormément de ses racines culturelles parce que c'est la patrie de la beauté, et grâce non seulement à la beauté des paysages d'Italie et sa centralité en plein milieu de la Méditerranée, qui est disons, les berceaux de la civilisation. Et dans toutes ces 3000 années d'histoire, les meilleures têtes, disons, de la Méditerranée sont venues en Italie s'inspirer, et puis ils ont stratifié, y compris les Français, et ils ont stratifié, disons, la culture italienne, qui est si diverse et si riche. Et donc, on est aussi, on peut dire, une puissance culturelle, et ceci constitue la beauté et la culture, la veine, disons, créationnelle qui continue à inspirer les créationnels tous les jours dans la production des produits italiens. Et l'autre avantage, en conséquence du premier, c'est que l'Italie est le pays de la manufacture, où il y a les artisans, les métiers manuels de la production, de la manufacture. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de marques de luxe françaises viennent produire en Italie. Et donc, avec cela, on a une partie importante à jouer, comme, disons, nous, les collègues français, dans ce marché mondial du luxe, et qui est un marché très sain, parce que c'est un marché qui a continué à croître, avec une croissance moyenne pondérée de 4%, même dans les années de la crise, et disons, la prévision, c'est que ça va continuer ainsi pour les années à venir. Ceci est très logique parce qu'on vit dans une époque où il y a la plus grande croissance des classes moyennes dans le monde entier, dans les pays émergents, et évidemment, au fur et à mesure que le bien-être et le disposable income des peuples augmente, ils s'approchent de plus en plus
à des produits et à un style de vie qui est expérientiel et esthétique. Et donc, j'estime, étant donné les dimensions de ces marchés, étant donné, disons, les promesses du futur, que ce soit vraiment le marché au travers lequel relancer l'Italie. Vous savez que l'Italie est un pays qui est en dépression économique. En 2007, suite à la crise, on a perdu 25% de production industrielle et 11% de consommation. Et on n'en est jamais revenu. On est toujours plat à ces mêmes niveaux-là. Et on est à un niveau de production au niveau de 1999. Et donc, ceci a créé beaucoup de problèmes, comme du chômage, qui est proche des 13%, et une croissance de la dette publique. Et donc, il faudra absolument, certainement, trouver une stratégie, une vision de croissance, un modèle de développement pour le pays qui l'aide à ressortir de cette situation. Alors, cette année, il y a une grande opportunité parce qu'il y a des externalités positives, comme vous le connaissez tous, les bas coûts de l'énergie, les bas coûts de l'argent, plutôt que la dévaluation de l'euro, et tous ces facteurs qui stimulent l'économie dans les consommations internes, les investissements et les exportations. On a de plus cette, disons, magnifique opportunité de promouvoir notre pays au travers de l'Expo. Et ceci peut être le début d'un relancement, disons, du pays. Et c'est de cela qu'on essaie de s'occuper avec la fondation d'Alta Gamma. Bien sûr, la mission de la fondation est d'augmenter la compétitivité de ce marché du soi-disant luxe et de donner à travers de cela une contribution positive à l'économie italienne. On poursuit cette mission à travers de trois activités critiques qui sont le business development, qui sont la culture d'entreprise et qui sont la promotion. Dans la culture d'entreprise, il y a bien sûr les études et les recherches des marchés, il y a les relations institutionnelles et on essaye de faire de plus en plus de co-marketing entre différents secteurs. Pour ce qu'il en est de la culture d'entreprise, on essaye de couvrir la culture d'entreprise pour les entrepreneurs d'abord, d'essayer d'élever le plus possible le niveau de pensée et de philosophie d'entreprise. On a, avec l'Université Bocconi, un partenariat historique de 15 ans qui nous voit avoir 3 masters, on vient de les revisiter, de les réformer, qui sont les MAFED, qui est le Master in Fashion and Experience Design. Le second, c'est le Master in Fine Food and Wine. Et le troisième, c'est le MAMA, qui est le Master in Art Management and Administration. Et on a essayé, avec cette disons, réforme de ces 3 masters, de donner des matières qui soient communes, de sorte à exploiter de plus en plus, disons, tout ce qui contribue à l'économie symbolique, outre que l'industrie même. Et donc, y compris le tourisme, les services et la culture. Et finalement, on est à la recherche d'un projet pour aussi la formation des arts et métiers. Ceci est un peu plus difficile parce qu'il y a des normes européennes qu'il faudrait un peu revoir, mais c'est vraiment très utile. Voilà, et quant à la promotion, je vous invite tous à aller voir à la Piazza Gaolenti, qui est au cœur de la nouvelle partie de Milan, qui s'appelle Porta Nuova. Il y a une belle installation qui est un panorama. Vous savez que le panorama est les installations typiques des expositions universelles, mais ceci est le premier panorama en vidéo de l'histoire. Donc vous avez 14 minutes de vidéos de la beauté de l'Italie, de la nature, de la culture, de la manufacture, et ça vaut vraiment la visite. Voilà. Alors, évidemment, si on doit toucher maintenant à quelques mots sur Illy, que c'est l'entreprise que j'ai l'honneur de diriger, qui est une entreprise familiale, et on est totalement inspiré de ces valeurs que je viens de décrire, de la beauté de la culture italienne. L'Italie est mondialement reconnue un peu comme le pays du café. C'est peut-être parce que la consommation de café dans la Méditerranée a commencé à Venise, aux alentours de 1615. C'est peut-être parce que le café a devenu la boisson officielle de la culture en Italie. Encore aujourd'hui, il y a un café toutes les 400 personnes. Donc cela vous donne une idée de combien d'Italiens
visite un café et avec quelle fréquence, parce qu'évidemment, un tous les 400, ça fait vraiment une capillarité, disons, énorme. Donc, il faut, pour se tenir debout, il faut qu'ils aient beaucoup de visiteurs. Et la plupart des technologies, des techniques, des préparations et des productions et d'industriels du café sont nées en Italie. Et donc, ceci nous donne, disons, un statut de faire partie, littéralement, de l'art de vivre italien. Et avec cette idée, on a beaucoup d'exportations. Et donc, Illy a été fondé par mon grand-père il y a 82 ans, en 1933. Lui, il était hongrois, il est un nom hongrois, et il est tombé amoureux du café à Vienne, qui était l'autre grande ville du café. Mais quand il est venu comme soldat austro-hongrois à Trieste, et il a décidé de rester parce qu'il a trouvé les deux amours, qui étaient sa femme et la ville de Trieste. Et alors, il a décidé de fonder l'entreprise en poursuivant ses rêves d'offrir les meilleurs cafés au monde. Donc, dans le double sens, les meilleurs cafés au monde, ça veut dire les meilleurs du monde et dans le monde entier. Et cette idée du rêve est devenue un engagement pour les générations futures. Donc, moi, j'essaye toujours de poursuivre cette idée. C'est devenu évidemment une mission pour l'entreprise, qui est la mission de délecter les amants du bon et du beau dans le monde entier, avec les meilleurs cafés que la nature puisse donner, exaltés par les meilleures technologies et par la beauté de l'art en particulier. Et donc, avec cette mission, évidemment, pour avoir les meilleurs cafés que la nature puisse donner, on travaille main dans la main avec les producteurs café. On a décidé d'avoir un seul mélange de café, parce que le meilleur peut être seulement un, mais c'est un mélange qui est fait de 9 ingrédients qu'on s'approvisionnement de plus de 20 pays, avec lesquels on travaille main dans la main. Donc, pour diffuser le savoir-faire de la qualité, même au niveau agronomique, on a fondé une université du café il y a 15 ans, qui a maintenant 25 sièges dans le monde et qui forme environ 30 000 participants chaque année. Et donc, à travers de cela, disons, le département qui s'occupe des producteurs café, on a l'occasion de faire beaucoup de transferts de connaissances et de savoir-faire auprès des producteurs, de sorte à les aider à élever leur standard qualitatif au-dessus des meilleurs standards du marché. Et ceci implique qu'ils font donc les cafés exclusivement pour Illy, et une fois qu'ils les ont faits, on les achète directement, de sorte à ce qu'on ait la traçabilité non seulement de chaque graine de café qu'on achète, mais de chaque centime qu'on paye. Et donc, c'est un modèle d'approvisionnement totalement différent. Avec cela, on crée ces blends, et la technologie dont je vous parlais, le deuxième pilier de la mission, elle est divisée en 3 parties. La technologie pour le processus, et donc c'est le processus dans les pratiques agronomiques dans les pays qui les produisent, mais aussi les processus industriels, comme la torréfaction, comme la mouture, où évidemment on a disons, des connaissances exclusives. Et la deuxième, disons, pilier technologique, c'est le packaging. Packaging, mon grand-père a été l'inventeur de la technologie de la pressurisation. Donc, on enlève l'air avec du vide, et puis on le remplace avec du gaz inerte sous pression. Ceci empêche l'oxydation des arômes, mais la pression interne à l'emballage les force de les rester emprisonnés. C'est pour ça que ceux qui connaissent la marque Illy, quand ils ouvrent la boîte, il y a cet parfum qui sort de la boîte, qui est magnifique, parce que les arômes sont emprisonnés dans cette boîte à haute pression. Toujours dans le troisième, disons, pilier de la technologie, c'est la préparation. Alors, le fondateur d'Illy a été l'homme qui a réinventé la formule de l'espresso et qui a innové avec l'espresso à haute pression. Donc, c'est lui qui a introduit la technique de l'espresso que tout le monde connaît dans le monde, avec la formule de l'eau à 90 degrés à 9 atmosphères. Et depuis lors, on a toujours focalisé les efforts de l'entreprise sur l'espresso comme la quintessence du café, qui nous donne les moyens d'extraire les meilleurs arômes. Et une autre grande innovation, toujours dans l'espresso, était la dosette. La première dosette
monodose espresso a été faite par Illy. Après, il y a eu des capsules, et il y a eu des grandes entreprises qui sont venues, qui ont investi, et c'est devenu un marché mondial, mais les premiers, ça a été Illy. Voilà, et puis avec cela, l'entreprise a toujours été en condition d'exporter beaucoup, parce que la conservation et la préparation ont beaucoup de facilité. On est donc la plus globale des marques de café, avec une présence dans plus de 140 pays. On est peut-être la marque numéro 7 dans le monde, et comme torréfacteur, donc comme entreprise, on est peut-être numéro 12. Tout cela étant 100% familial et avec la production seulement en Italie. Donc, on a toujours eu une approche fortement, on a parlé de développement durable. Évidemment, si on doit acheter les produits des pays qui sont pauvres, parce que les produits, les cafés produits dans plus de 70 pays dans le sud du monde, et la plupart d'entre eux sont pauvres. C'est 25 millions de familles pour lesquelles il faut avoir une approche durable sans autre, parce que sinon, ils ne vont pas être à même dans le futur de nous livrer les produits. Et c'est grâce à cela que j'ai l'honneur aussi de représenter l'Organisation internationale du café comme président du comité pour la promotion et le développement des marchés. Et c'est avec l'OIC qu'on a décidé de participer à l'Expo. L'Expo est une occasion extraordinaire parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'exposition universelle qu'on parle de l'alimentation. Ce qui est peut-être absurde, mais c'est la première fois. L'Italie a été choisie parce que c'est le champion de la trilogie, si vous voulez, alimentation, food, comment dirais-je en français, food, alimentation, vin et café en même temps. Et donc, on croit qu'on est plus performant que la France seulement dans les cafés, parce que c'est notre spécialité. Dans le reste, on est certainement... et c'est pour cela peut-être que l'Italie a été choisie comme pays. Et donc l'Expo a créé l'occasion pour organiser la plus grande célébration de l'histoire. On y travaille aussi grâce à l'existence du Coffee Cluster, que je sais que beaucoup d'entre vous ont visité hier. Les Coffee Cluster nous donnent l'opportunité de célébrer déjà comme un nombre de participants, parce qu'il il va y avoir plus de 20 millions de visiteurs à l'Expo, et les Coffee Cluster va en faire au moins 6. On va cloître les mois de juin, la semaine prochaine, avec plus de 2 millions de visiteurs déjà. Et ceci grâce à la dimension, à la position centrale, à la présence de beaucoup de pays et au fait qu'il est accessible ouvertement. Et donc, déjà, c'est là, sur le côté des chiffres, c'est une sur le côté des contenus, parce qu'on a été la première entreprise à signer le contrat de partenariat avec l'Expo. Donc, c'est un acte de confiance plutôt important. Mais cela nous a donné plus de 2 ans pour organiser les sujets qu'on a, les arguments, disons, qu'on a. Et donc, on y représente ceux qui ont visité l'Expo, les passés, les présents et le futur du café. Et vous avez aussi la possibilité de visiter la version virtuelle du Coffee Cluster sur l'Internet, qui va rester pour toujours. Et là, on trouve des capsules de culture de café. On trouve des touches dans le futur avec des innovations technologiques. On trouve une représentation culturelle très haute avec les photographies de Sebastião Salgado. Et donc, il y a une énorme richesse de contenu dans ces Coffee Clusters. Mais surtout, ce qui était important, c'est que pendant ces 6 mois de l'Expo, on travaille. On travaille pour avoir le moment, disons, culminant de cette célébration, le 30 de septembre et le 1er octobre, où il y aura la première Global Coffee Forum, dans laquelle on va substancier, on va argumenter les 3 vertus du café, qui sont le plaisir, qui sont la santé et qui sont la durabilité. Parce que dans les dernières 20 années, le café a vécu une révolution positive. Une révolution positive qui lui a permis de développer, dans ces 3 vertus, la qualité beaucoup meilleure maintenant, grâce à la meilleure matière première, préparation, expérientialité. La santé, c'est clair maintenant qu'il y a un effet positif du café sur la santé.
on peut dire dans un slogan qu'en buvant du café, on vit mieux et plus longuement, parce qu'en effet, il y a beaucoup d'études qui confirment que le café allonge la vie. A été récemment découvert que le café est le soin préventif le plus efficace contre les maladies du troisième âge, non seulement les diabètes 2, mais toutes les maladies dégénératives, y compris Alzheimer. Et quant à la durabilité, on sait que dans des conditions de bonnes pratiques agronomiques et bonnes pratiques industrielles, le café est bon du point de vue de l'empreinte de carbone et de l'empreinte de l'eau aussi. Alors, les grands défis du point de vue de la durabilité, ça sera plutôt d'affronter l'échauffement global qui est en train de menacer fortement la capacité des productions. Ceux-ci vont être les sujets de cette grande conférence est tellement importante que le deuxième jour de la conférence, le 1er octobre, va être la première journée mondiale du café. La première journée mondiale qui va inaugurer une longue série, on espère pour toujours, parce que c'est la date officielle établie par l'OIC pour la journée mondiale du café. Et le but de la journée mondiale du café, c'est de créer comment dirais-je, awareness, la conscience auprès du consommateur que chaque fois qu'ils boivent une tasse de café, ils créent une opportunité de développement social pour les pays et pour les communautés qui les produisent. Parce que oui, cette révolution positive que j'ai mentionnée a créé un cycle vertueux entre le bien-être que le café crée pour les consommateurs et le développement qu'il crée pour les producteurs. Et donc, il faut alimenter ce cercle vertueux avec plus de consommation, plus de valeur ajoutée, plus de valeur, plus de transferts, disons, économiques pour les pays qui les produisent. Et donc, en cette occasion de la première journée mondiale, la OIC a nommé Oxfam comme le official fundraiser, donc, et avec une tradition tout à fait italienne qui est celle du café sospeso à Naples. C'est une tradition qui veut que quand on rentre dans un établissement public, si on le désire, on peut payer un café qu'on laisse suspendu pour les pauvres. Alors vous buvez un café, vous en payez un pour les pauvres. Et Oxfam va récolter ces fonds à un niveau mondial, et puis les fonds qui vont être utilisés pour des actions de réduction de la pauvreté, en particulier éducation pour les pays qui les produisent. Et donc j'espère que beaucoup d'entre vous vont participer à cette conférence, ou du moins à la première journée mondiale du café, et que ce cycle vertueux puisse créer de plus en plus de bien-être, y compris l'Italie. Merci beaucoup et je vous souhaite une excellente soirée.